Notre sujet de la semaine, je le disais, c'est la télésanté, encore très discrète avant le début de la crise sanitaire. Impossible de passer aujourd'hui à côté de l'explosion des consultations par vidéo. Des cabines de téléconsultation sont même installées dans les zones rurales. On peut y prendre sa tension, même analyser ses grains de beauté. Alors, ce boom de la télésanté lié au Covid va-t-il durer? Qu'apporte véritablement le numérique et la technologie sur le diagnostic et le traitement des patients? Nous allons poser la question à nos deux invités. Sophie Chapuis, CEO de la start-up e-Ophthalmo, est avec nous en visioconférence. Bonjour Sophie. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui sur le plateau de Smart Future. Et Florian Reynaud, cofondateur de Concilio, nous accompagne également. Bonjour. Bonjour. Ma première question, je le disais un peu en préambule, est-ce que cette télésanté est vraiment là pour durer ? Je pense que la e-santé, c'est-à-dire l'introduction du digital dans le monde de la santé, c'est une révolution dont on devine à peine les débuts aujourd'hui. Je pense que quand on regarde ce que le digital a pu faire aux médias, au commerce, aux loisirs, quand on voit ce qu'elle est en train de faire aujourd'hui à la relation qu'on a avec les banques, ce qu'elle va faire demain avec l'éducation, la e-santé, c'est quelque chose d'absolument fondamental. Et ce qu'elle va transformer en profondeur, c'est la relation patient-médecin. Cette relation, ce qui va se passer, c'est que demain, on aura enfin des patients qui seront véritablement acteurs de leur santé et on aura des outils qui permettront aux médecins de se concentrer en fait et de revenir à leur mission primordiale qui est de construire une relation de confiance pour accompagner et pour guider leurs patients à travers leurs problématiques de santé. On va y revenir sur cette relation patient-médecin. Pour reparler de digitalisation, de numérisation, cette crise, elle a été un plus pour l'accélération de cette digitalisation, certainement. Ah oui, je pense que ça a été une prise de conscience pour tous les acteurs, que ce soit les patients, les médecins, l'État. Tout le monde a compris que c'était une solution. Et j'irai un peu plus loin, en fait, c'est la solution aux grandes problématiques qu'on va avoir de santé sur les 10, 20, 30 prochaines années. Comment vous faites pour soigner 9 milliards de personnes ? Comment vous faites pour adresser les déserts médicaux, les nouvelles pandémies, les coûts de santé qui explosent ? Il n'y a que des solutions de e-santé qui vont pouvoir adresser ça. Ce n'est certainement pas le modèle actuel. Sophie Chapuis, j'imagine que vous êtes d'accord avec ça, CEO de la start-up e-Ophthalmo. Je le rappelle, vous êtes d'accord, la e-santé est bel et bien là pour durer et ce sera la réponse aux enjeux qui attendent le monde de la santé. En tout cas, c'est clair que c'est une des réponses aux enjeux, notamment aux problématiques effectivement des déserts médicaux. Moi, je rajouterais qu'effectivement, le médecin va pouvoir à la fois améliorer, avoir plus de temps pour la relation patient quand il va recevoir le patient en vrai, entre guillemets, en présentiel, comme on dit maintenant. Et puis surtout, effectivement, il va pouvoir se concentrer sur des actes à plus forte valeur ajoutée médicale et donc se décharger de toute une partie des actes ou des dépistages ou des examens où il n'a pas une forte valeur ajoutée, qui pourront être faits d'une autre manière. Sophie Chapuis, à quel besoin répond la télésanté? On en parlait, vous le disiez un peu, les déserts médicaux ou la population, c'est ça ce que disait Florian Reynaud. Est-ce qu'elle répond à d'autres besoins? Alors, la télésanté, c'est vraiment extrêmement large. La télémédecine fait partie de la e-santé, de la télésanté. Déjà, dans la télémédecine, on a 5 sous-spécialités, dont la plus connue depuis notamment la Covid, c'est la téléconsultation. Donc, on se voit en vidéo, comme aujourd'hui, je vous vois ou j'essaye de vous voir sur le plateau. Et puis après, il y a notamment, par exemple, la téléexpertise. C'est ce qu'on fait au sein d'e-Ophthalmo. Ça répond à des problématiques de déserts médicaux et en fait, ça répond à des problématiques de délai de rendez-vous, mais également de distance en fait pour accéder aux patients. Dans une ville comme Saint-Étienne, à côté de Lyon, aujourd'hui on est pratiquement à plus de 12 mois pour avoir un rendez-vous avec un ophtalmologiste. Donc il y a des délais, mais il y a également des distances qui sont difficiles à parcourir. Je pense par exemple au nord de Nice, c'est une zone montagneuse et les gens ont de la difficulté à aller atteindre l'ophtalmologiste qui réside à Nice. Donc il faudrait effectivement mettre en place des solutions de téléexpertise. Florian Reynaud, toutes les populations se sont emparées de cette télésanté, notamment les seniors. C'est la question qu'on se pose sur les outils technologiques. On sait qu'ils sont un peu plus en retard que d'autres types de populations. Aujourd'hui, ça y est, ça s'étend. Je pense que pratiquement toutes les couches de population aujourd'hui ont conscience que ça commence à exister. Ce que je veux dire, c'est que si on se place vraiment dans une échelle à 1 ou 2 ou 3 décennies, la e-santé, elle sera partout.
elle sera partout pour le diagnostic, puisqu'effectivement, on fera des téléconsultations, mais des téléconsultations augmentées avec des tas d'outils qu'on pourra plugger sur nos smartphones. Pour vous donner des tas d'exemples. Voilà, on pourra... Ce qui se passe déjà dans certains cabinets médicaux, où on prend notre tension, tout est enregistré dans un ordinateur. Oui, mais ce que je disais, c'est que demain, vous aurez un widget que vous allez plugger sur votre smartphone. Et ce widget, en fait, quand vous serez à la maison avec votre enfant qui a mal à la gorge, vous prendrez une petite goutte de salive, vous le mettrez sur ce widget et il sera capable de faire un séquençage d'ADN ou d'ARN rapide et vous dire, attendez, là c'est la Covid, attendez, non, là c'est une infection bactérienne et voilà les antibiotiques qu'il vous faut. Donc, en fait, à quel horizon on imagine ça? Ça, je pense que c'est dans les 5-10 ans qui viennent. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui font les bons qu'on a pu faire dans le séquençage sont absolument faramineuses. Mais il n'y a pas que ça. En fait, on aura tout un kit chez soi, ce sera complètement standard et ça va nous permettre en fait de donner toute une série d'informations à son médecin qu'aujourd'hui la téléconsultation elle est très utile à plein d'égards, mais elle est aussi un petit peu limitée dans un certain nombre de cas puisqu'effectivement il faut voir un médecin en physique. Et demain, voilà, donc il y aura le diagnostic, il y aura le suivi, effectivement, avec un certain nombre d'informations qu'on pourra échanger avec ces médecins. Et entre médecins, effectivement, la téléexpertise. Il y aura des aspects de prévention, puisque des algorithmes d'intelligence artificielle seront capables de prévoir bien mieux que n'importe quel médecin quand, justement, une maladie chronique risque de s'exacerber et vous faire franchir le cap et avoir nécessité une hospitalisation. Elle apporterait une précision encore mieux que celle qu'un médecin peut apporter aujourd'hui ? Écoutez, je vais dire quelque chose. Vous êtes médecin en plus. Un médecin, c'est quoi? C'est un repositoire d'expérience d'un point de vue purement médical pour faire son diagnostic. Et après, c'est aussi quelqu'un qui est un repositoire de confiance pour accompagner ses patients. Mais sur l'expérience aujourd'hui, c'est illusoire d'imaginer que le diagnostic, il ne sera pas fait 1000 fois mieux par des algorithmes qui, eux, auront une connaissance absolument universelle de tous les cas qui auront pu passer avant. J'aimerais bien penser qu'on restera indispensable là-dessus, mais ce n'est pas vrai. Et donc le rôle du médecin, il va évoluer et surtout le patient, en fait, on va même redessiner l'ensemble des systèmes de santé autour du patient. D'accord ? On arrêtera de penser tout autour de l'hôpital et des médecins, etc. C'est de quoi est-ce que le patient a besoin, un certain nombre d'outils dont il peut avoir besoin. Et l'hôpital, le centre de soins, ce sera un endroit où je vais une fois de temps en temps faire un examen, une intervention. L'homme sera important aussi à ce moment-là. Mais le reste du temps, voilà, on va vraiment donner ce pouvoir aux patients. Sophie Chapuis, c'est une bonne chose, ça, de donner plus de pouvoir aux patients, comme dit Florian Reynaud? En tout cas, de pouvoir lui donner plus de possibilités, oui, je pense. Effectivement, il y a des personnes qui aujourd'hui pâtissent en fait du manque de médecins, des déserts médicaux, des problématiques d'accès aux médecins, du manque de temps aussi du médecin, c'est-à-dire par rapport à ce que vous disiez. Effectivement, je pense que le patient va pouvoir avoir plus de temps quand il va avoir un diagnostic, par exemple, qui va être annoncé, là pour le coup, peut-être de vive voix dans des cas graves par le médecin. Le médecin pourra avoir plus de temps avec le patient puisqu'il aura délégué une partie des autres examens. Ça, je pense que c'est important. Après, je pense qu'il faut que la télémédecine, d'une manière générale, soit encadrée. Il faut rassurer le patient. C'est un peu ce qui est prévu quand même dans le plan Ma Santé 2022, c'est-à-dire à la fois des réglementations, des process qualité qui vont permettre de rassurer le patient et de pouvoir lui expliquer plus ce dont il va pouvoir disposer et ce qui va se passer autour de lui pour soit faire du dépistage, soit le prendre en charge dans un cadre de parcours de soins. Donc là, on est du point de vue du patient, plus d'informations pour le patient. J'imagine qu'il y a aussi plus d'informations pour le médecin. On l'a un peu abordé avec Florian Reynaud. C'est-à-dire qu'il pourra y avoir aussi un échange d'informations entre les différents secteurs. Un médecin généraliste pourra aller chercher des informations peut-être du dermatologue. Enfin, ça aussi, il y aura aussi un échange d'informations entre les différents secteurs qui pourrait être intéressant. Oui, tout à fait. C'est l'idée du dossier médical partagé, mais d'ores et déjà avec des plateformes, effectivement, il y a un échange et un historique en fait des dossiers patients. Ça va plus être dans un seul cabinet médical, ça peut être centralisé. Et donc ça, c'est extrêmement important parce qu'effectivement, si vous prenez un médecin généraliste qui a affaire, par exemple, à un patient diabétique qui a des problèmes cardiaques et qui, malencontreusement, a eu également un cancer, c'est vrai qu'il faut que le médecin puisse avoir accès à l'ensemble des informations, puisse avoir accès à l'ensemble des examens qui auront été réalisés auprès de ce patient. Je ne peux pas du coup m'empêcher quand même de vous poser cette question, Florian Reynaud, sur la protection des données, la confidentialité. Comment on va gérer tout ça ?
Oui, vous avez raison, elle est primordiale parce que demain, la e-santé, la santé tout court, elle sera faite en grande partie de data. J'en ai parlé, si on veut, c'est quoi la meilleure médecine qui puisse exister aujourd'hui? C'est la prévention. Si on veut pouvoir prévenir, si on veut pouvoir prédire quand il y aura une exacerbation d'une maladie, eh ben, on a besoin de ces datas. Ce qui est absurde aujourd'hui, c'est qu'on donne joyeusement et allègrement toutes ces données personnelles aux GAFA. Et ça, finalement, avec un certain nombre de contraintes, mais elles ne sont pas énormes, mais qu'on est en train de monter je dis pas des usines, enfin, un peu des usines à gaz quand même, parce qu'on a très très peur du partage de données médicales, alors qu'en fait... Une donnée médicale, c'est pas une donnée comme les autres non plus. C'est pas une donnée comme les autres, mais avoir votre profil entier de toute votre vie personnelle qui est publié sur les réseaux sociaux, on peut se poser la question sur qu'est-ce qui est le plus sensible. Donc, bien sûr qu'il faut un cadre pour l'encadrer, mais je pense que l'important, c'est vraiment, non pas de se mettre à la place des médecins, c'est de se mettre à la place des patients. Et qu'est-ce qu'on va leur rendre comme service et faire sauter un à un tous les leviers, toutes les barrières qui les empêchent d'avoir un accès au meilleur de la santé, ce dont on est parfaitement capable en France et ailleurs, mais qu'on ne fait pas parce qu'on a des silos dans nos systèmes. Florian Reynaud, pour revenir un peu sur l'aspect technologie de cette e-santé, télésanté, quand on parle de e ou de télé, qu'est-ce qu'on met derrière ce e et ce télé aujourd'hui? Vous parliez tout à l'heure à horizon de 5-10 ans de se plugger sur le smartphone. Aujourd'hui, quand on parle de télésanté ou de e-santé, on parle de quoi? C'est plus qu'une visioconférence ou qu'un zoom avec un médecin. Il y a déjà des choses. Il y a déjà des choses. Pour moi, ce que je mets dans la e-santé, c'est vraiment tout ce qui va être du digital. Donc, si vous voulez, on a affaire à deux mondes. On a affaire au monde du patient et au monde du médecin. Et ces deux mondes, on pourrait croire qu'ils se parlent, mais aujourd'hui, ils ne parlent pas le même langage. Le médecin, il parle le langage de l'expert médical, du diagnostic, de la maladie. Et le patient, lui, il parle son langage à lui, qui est « je suis face à la maladie, j'ai de l'angoisse, je n'arrive pas à trouver un médecin, c'est stressant, est-ce que j'ai accès au meilleur de la santé ?» Eh bien, la e-santé, si vous voulez, ce qu'elle doit arriver à faire, c'est fluidifier ces relations, leur permettre de se parler. Donc oui, bien sûr, la téléconsultation, c'est une avancée formidable. Elle sera potentialisée demain par des tas je ne vais pas dire gadgets, pardon, de dispositifs médicaux qui vont venir l'enrichir pour permettre aux médecins à distance de porter les bons diagnostics. Mais il y en a aujourd'hui, il y en a déjà beaucoup qui sont sur le marché. Je vous ai cité le séquençage tout à l'heure. On peut faire des électrocardiogrammes à distance. Comment se place la France d'ailleurs sur ces questions de tech et de santé ? La France a toujours été un terreau formidable d'innovation. Donc on a parmi les chercheurs, on a parmi les entrepreneurs les plus dynamiques au monde par rapport à ça. Notre problématique, elle se situe plus au niveau du fait qu'on a un marché qui est un pays parmi 27 au niveau européen, avec plusieurs langues, etc. Et que donc en fait c'est très compliqué de faire émerger vraiment des champions nationaux ou même européens. Parce que très vite, en fait, ils sont repris par les équivalents américains ou chinois qui ont un marché local qui est tellement important qu'ils ont déjà une masse critique et leur permet de racheter tous les champions européens en devenir. Sophie Chapuis, j'ai envie de vous poser la même question. Je le rappelle, vous êtes CEO de la start-up e-Ophtalmo. De quelle technologie on parle, en tout cas dans votre secteur à vous, d'ophtalmologie, quand on parle de e-santé? Est-ce qu'on parle simplement de conférences pour un renouvellement de lunettes ou est-ce qu'on est déjà sur une technologie plus précise ? Non, alors c'est de la téléexpertise. Donc, ce que je vous disais, c'est une des 5 sous-spécialités de la télémédecine. Donc, la téléexpertise, c'est une demande d'avis à un spécialiste, là en l'occurrence en ophtalmologie. C'est donc un orthoptiste, c'est-à-dire c'est ceux qui sont connus comme étant autrefois les kinés des yeux, qui aujourd'hui sont en première instance dans les cabinets d'ophtalmologie. Ce sont les orthoptistes qui vont faire les examens sur les patients, donc soit dans des centres de santé, soit dans un cabinet d'orthoptiste, mais en tout cas en dehors de la présence d'un ophtalmologiste. Et ensuite, les examens sont téléchargés sur une plateforme, sur notre plateforme par exemple e-Ophtalmo. Et ensuite, un ophtalmologiste se connecte à distance et en différé, va interpréter ces examens et va renvoyer donc un compte rendu et éventuellement une ordonnance de renouvellement de lunettes. Mais notamment, on parle de compte rendu pour un dépistage des principales pathologies oculaires, c'est-à-dire glaucome, DMLA, etc. Donc ça permet en fait de prendre en charge beaucoup plus tôt les patients, puisqu'ils vont être dépistés plus tôt par rapport à des délais de rendez-vous relativement longs ou des déserts médicaux dans lesquels ils vivent à ce moment-là. Et
on sait que l'ophtalmologie est un des secteurs justement les plus concernés par la longueur de ces prises de rendez-vous. Je voudrais revenir à ce que vous disiez tout à l'heure sur ce lien entre le patient et le médecin. J'imagine que quand on parle de e-santé ou télésanté, on peut faire ce reproche justement de manque de lien social. Vous dites que non, à l'inverse, ça va rapprocher les deux. Ah, moi, je dis que c'est complètement l'inverse, en fait. Ce qu'on fait chez Concilio, Concilio, c'est une plateforme d'accompagnement médical, c'est une plateforme de service d'accompagnement médical, accessible partout dans le monde, 24 heures sur 24. Et en fait, on est aujourd'hui utilisé par plus de 250 000 personnes à travers le monde via nos entreprises clientes. Et qu'est-ce qu'on fait justement pour ces salariés, pour ces utilisateurs? En fait, on adresse leurs problèmes. Leur problème, c'est quoi? C'est effectivement le manque de temps, enfin le délai pour avoir un rendez-vous. Donc on leur permet soit de parler avec un médecin rapidement, soit d'avoir un rendez-vous rapide. C'est le stress de ne pas savoir, donc encore une fois, avoir des informations qualifiées via un médecin ou d'autres moyens. Et ensuite, c'est d'avoir une certitude d'avoir les bons traitements en étant recommandé vers les meilleurs. Et en fait, comment est-ce qu'on communique quand on forme les médecins, par exemple, qui vont faire des téléconsultations pour nous? On passe l'essentiel du temps sur la pédagogie. Et en fait, on arrive à créer un lien. C'est un exercice qui est différent pour eux. Quand vous êtes dans un cabinet médical et que vous recevez des patients à la chaîne, c'est très difficile de prendre ce temps-là. Là, vous avez un temps qui est privilégié. Et on peut avoir un temps qui est extrêmement riche, même si c'est à distance. Après, quand ce sera aussi généralisé aussi à tous les médecins que vous connaissez, bien sûr, on ira encore plus loin. Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir éclairés aujourd'hui sur ce sujet de télésanté, de e-santé. Je vous remercie. C'est maintenant l'heure de Smart Money.